La psychologie du comportement, cours de première année. Le comportement, c'est vraiment l'attitude de n'importe quel être humain vu de... Donc tout d'abord, ça désigne en fait les actions, comme la vie d'un être vivant. Il a été introduit en psychologie française en 1908 par Henri Pierron comme équivalent français de l'anglais américain behavior. Donc ça c'est la définition générale, et donc en fait c'est toute expression qui est perçue par autrui, par une autre personne, vis-à-vis de cette personne-là. Donc comment elle se comporte, comment elle bouge, comment elle regarde, comment elle mange, comment elle respecte, comment elle salue, etc. Donc tout ça c'est le comportement. Donc en fait le comportement c'est un ensemble, comme on avait dit, de réactions, et donc ça peut se voir bien sûr au niveau de tout ce qui est école, de tout ce qui est technologie, par exemple, comportement par exemple vis-à-vis d'un téléphone, etc. Utilisation des nouvelles technologies, comportement des enfants vis-à-vis des parents, comportement individuel ou collectif, en équipe, par exemple pratique de sport, etc. Tout ce qui est vis-à-vis par exemple de faire des courses au marché, et bien sûr ça englobe toutes les activités d'un être vivant, pas uniquement un être humain, mais même les végétaux, même les animaux, ils ont leur comportement. Donc le comportement, c'est la partie de son activité qui se manifeste à un observateur. C'est-à-dire c'est comment l'observateur nous regarde, comment il voit, comment est-ce qu'on réagit. Et le comportement des animaux, des humains et non humains peut être décrit comme l'ensemble des actions et réactions, des mouvements, des modifications physiologiques, des expressions verbales, etc., d'un individu dans une situation. Là, en fait, on voit sur des différentes vues de cerveau humain. Ça, c'est pour le comportement humain. Par exemple, dans l'exemple numéro 1, on voit comment, quand on écoute des sons, eh bien, on active notamment le noyau cochléaire, bien sûr, tout ce qui est audition, mais il n'y a pas que l'audition qui intervient, il y a aussi le tronc cérébral, il y a le cervelet, il y a les émotions, et l'information se déplace vers le cortex temporal et où se trouvent les aires auditives primaires et secondaires. Deuxième exemple, c'est par exemple écouter une musique familière. Donc c'est toujours écouter, mais on voit que d'autres parties du cerveau vont s'activer. Et donc là, ça active entre autres des régions impliquées dans la mémoire. Ce sont par exemple l'hippocampe et les aires du cortex frontal. Troisièmement, par exemple, battre de la mesure. Quelqu'un qui bat de la mesure avec le pied. Donc c'est-à-dire il fait une harmonie avec les sons du pied. Et ça nécessite une synchronisation temporelle et implique le cervelet et le cortex moteur frontal, comme on le voit, donc le cervelet et le cortex moteur. Donc c'est toujours aussi du son ou faire un son avec ses pieds, et voilà donc deux autres structures qui sont activées. Le quatrième exemple, c'est par exemple inventer une musique. Par exemple, en chantant, on met en jeu certaines régions situées dans le cortex frontal et temporal, donc au niveau frontal et temporal. Cinquième exemple, c'est écouter une musique et traiter ces structures implique des régions qui participent aussi au langage, telles que les aires de Broca et Wernicke, ainsi que d'autres régions du cortex temporal. Comme on voit bien ici, le temporal, mais aussi l'aire de Wernicke, qui est en fait l'aire qui décode le langage verbal, et aussi l'aire de Broca, qui est l'aire qui produit, qui génère le langage verbal. Et en dernier, tout ce qui est émotion. Bien sûr, quand on écoute de la musique, on ressent de la musique, on active des structures qui participent aux émotions, et notamment c'est l'amygdale, comme on voit ici, et aussi le cortex orbitofrontal. Et bien sûr, ça donne un peu de joie, de bonheur. Et entre parenthèses, donc on invite aussi nos étudiants à un peu développer ces structures-là pour ne pas stresser et pour ne pas paniquer, ni avec la préparation des examens, ni avec d'autres problèmes comme ce qu'on vit actuellement avec le coronavirus durant cette mi-mars. Le comportement des animaux, le comportement ne touche pas que les humains, mais aussi les animaux. Ils sont contrôlés par leur système endocrinien et leur système nerveux. C'est vrai, eux, ils sont surtout contrôlés par le système endocrinien et des systèmes réflexes, à la différence de l'être humain. Et la complexité du comportement d'un animal est en étroite relation avec la complexité dans son système nerveux. Plus le cerveau est complexe, plus les comportements peuvent devenir élaborés et ainsi être mieux adaptés à l'environnement.
Comme on voit par exemple le comportement de cet ours dans les lacs du Canada et du nord de l'Amérique, en fait, qui se met en contre-courant. Et là, il y a les fameux poissons donc, qui viennent en fait en contre-courant pour aller pondre leurs œufs dans les sources du lac. Et lui, en fait, il saisit l'occasion là, donc un peu pour faire son repas. Et donc ça aussi, c'est une adaptation, et il analyse la situation, il voit comment donc faire face à sa faim. Là, c'est juste pour deviner la complexité de ce schéma général du comportement chez l'animal. Donc en fait, bien sûr, c'est vraiment très très complexe. Et on voit par exemple, un animal, il peut communiquer sur le plan visuel, donc ça peut être suite à une agression. Donc entendre des sons, ça peut aussi être un élément auditif de communication, ou bien des stimulations chimiques, phéromones par exemple, qui peuvent être libérées et aussi stimuler sa communication. Et donc tout ceci va activer son système de comportement. Et bien sûr, son système de comportement, ça peut soit donner des mouvements, bien sûr différents types de mouvements, par exemple des mouvements kinésigéniques. Donc il peut par exemple faire un changement de vitesse non dirigé. Par exemple, il peut migrer de longue distance. Par exemple, c'est les animaux en Afrique, quand il y a un manque de plantes, là, ils vont faire de longues migrations. Ben, c'est pour faire face à la faim. Ou bien ça peut être des comportements orientés, ou bien ça peut être un comportement social, altruistique, ou bien territorial. Par exemple, il y a des animaux qui tracent leur territoire, ou bien de dominance hiérarchique. C'est par exemple les mâles qui, pour recherche de femelles, etc., pour s'accoupler. Là, ils veulent tracer leur territoire et chasser les autres mâles concurrents. Ou bien des comportements agonistes, ou bien donc d'autres comportements, bien sûr, comme on voit ici, ou ça peut aussi inclure des apprentissages associatifs, comme ce qu'on voit là, et différents autres exemples, donc on peut le deviner. Ou bien ça peut aussi inclure des habituations. Le comportement, par exemple, peut s'habituer et tolérer quelque chose qu'on ne tolère pas. Donc ça aussi, ça rentre dans le cadre du comportement. Ou bien ça peut inclure des choses instinctives, donc soit qui peut être inné, comme par exemple le fait de téter les jeunes gazelles quand un bébé girafon, par exemple, vient au monde. Donc la première des choses, c'est qu'il va se mettre sur les pattes pour ne pas être dévoré par un tigre ou un prédateur. Et la deuxième des choses, c'est tout ce qui est inné, par exemple, c'est la succion. C'est comme chez les bébés. Ou bien ça peut être hérité, on peut apprendre un nouveau comportement. Donc ça aussi, c'est juste pour schématiser la complexité du comportement, dans lequel il y a deux composantes. Il y a une composante interne, c'est tout ce qui est processus mécanique interne, et donc c'est plus des éléments physiologiques. Et donc là, ça va donner des mouvements organisés pour l'intérieur du corps, et donc avec des choses obligatoires. Et donc ça va assurer la survie de l'être vivant en question. Ou bien ça peut être des comportements visibles de l'extérieur. C'est comme des mouvements organisés, comme la marche, comme la fuite, comme l'agressivité, comme l'attaque, par exemple chez les animaux. Donc c'est surtout dépendant de l'éthologie. Et donc là, en fait, on voit que, par exemple, les principes fondamentaux du vivant, c'est tout d'abord l'organisation. Donc tout être vivant, végétal, animal ou humain, l'organisation est capitale. Donc c'est un des facteurs fondamentaux de la vie. Et une fois on est désorganisé, ben là, ça peut même provoquer la mort. L'autre élément, c'est le mouvement. Le mouvement est un autre facteur fondamental de la vie. Et l'arrêt du mouvement, bien sûr, provoque la mort. L'autre chose, c'est les limites. Donc chacun de nous connaît ses limites. Et la délimitation est également un facteur fondamental de la vie. C'est-à-dire qu'il faut toujours se délimiter son territoire, son gagne-pain, etc., son travail, ses fonctions, ses responsabilités. Et la suppression des limites provoque là aussi la mort. C'est comme en fait les animaux qui sortent un peu de leur clan ou de leur territoire, ils peuvent être facilement attaqués par un prédateur. Il y a aussi l'organisme. L'organisme donc n'est une structure vivante et autonome que par l'existence de limites, de mouvements et d'organisation. Donc en fait ces trois éléments, ils vont définir le quatrième, et c'est à la base de la survie. Donc le comportement, comme on l'avait dit, n'est pas uniquement humain ou animal, mais il est aussi végétal, et c'est un phénomène extrêmement limité,
Le mouvement végétal dépend essentiellement du mécanisme hydrodynamique de la turgescence. Des variations de turgescence de cellules très localisées de nombreuses plantes produisent chez elles des mouvements d'organes, tels que la fermeture des pétales de fleurs, qu'on appelle liserons, comme ce qu'on voit sur ces images-là. Donc bien sûr, quand il y a des insectes qui se déposent, les pétales sont ouvertes, et dès que l'insecte se dépose, les pétales vont se fermer, et après ils vont emprisonner l'insecte, et ça aussi c'est un comportement de survie de ces plantes-là, de ces plantes vraiment très très spéciales, ou de folioles, diverses papillonacées, ou bien des cas spectaculaires, ce qu'on appelle la sensitive, ou le reploiement de tentacules pièges de feuilles de plantes carnivores, comme c'est le cas ici. Là, il y a différents types de comportements. Il y a les comportements de reproduction, le fait de s'accoupler parce que c'est la base de la survie de l'espèce. Comportement érotique, pour stimuler, pour exciter, pour avoir du plaisir sexuel. Comportement organisationnel, c'est la base de tout, l'organisation. Le comportement moteur, la marche, le salut, l'alimentation et tout. Comportement alimentaire, donc l'hygiène alimentaire, comment manger correctement, en groupe ou en individuel. Comportement. Donc là, on va voir maintenant la psychologie sociale. C'est une science qui étudie notamment les influences réciproques entre comportements individuels et comportements collectifs. Et bien sûr, chacun de nous, il peut agir individuellement, mais il faut savoir qu'en général, on agit en famille. Et quand c'est en famille, bien sûr, il y a le respect, quand quelqu'un parle, l'autre écoute. Par exemple, les parents respectent les enfants respectent les parents aussi, bien sûr, ils respectent leurs enfants, ils les traitent avec tendresse et amour, et bien sûr, entre l'épouse et le mari, et ainsi de suite. Et ça aussi, ça ne concerne pas uniquement les humains, mais aussi les autres êtres vivants, par exemple les animaux. Et donc ça, c'est une étude sociologique du comportement humain qui est la psychologie sociale. Mais ce n'est pas que humain, mais aussi pour les animaux et les végétaux aussi. Il apparaît que l'individu en groupe ou dans la société formelle ou informelle perd plus ou moins une grande partie de son autonomie de pensée. Tout simplement parce qu'il y a des guidelines, il y a des limites à ne pas dépasser, comme on avait vu tout à l'heure. Quand on dépasse les limites, ça peut causer la mort. Donc il a alors tendance à se rallier à la pensée, au comportement du groupe ou de la masse, et ainsi à se comporter différemment de ce qu'il ferait s'il était isolé. Et là, par exemple, on voit des comportements, par exemple, à la classe, il faut écouter le prof. Et bien sûr, une fois la classe se termine, on peut aller jouer, et même dans le cadre de jeux, etc. Donc, il y a toujours une harmonie, il y a une logique, il y a une discipline. Ou bien on peut s'asseoir, discuter, et là, il faut que quand quelqu'un parle, les autres l'écoutent. Ou bien, par exemple, quelqu'un il peut animer un groupe, et là, les autres, bien sûr, sont disciplinés, ils écoutent l'animateur. Mais bien sûr, parfois, on peut même rompre ces lois collectives, et ça entraîne de sérieux problèmes. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui brûle quelque chose d'interdit, et ça peut causer un danger, ça peut causer un accident mortel pour ce conducteur de bicyclette ici. Et donc des individus qui reçoivent des stimuli peuvent changer de comportement, ça dépend de leur cerveau, de leur éducation, de leur génétique, de l'environnement. Un exemple de recherche pratique sur ces phénomènes, c'est l'économie comportementale. Quelques exemples de comportements chez l'enfant avec sa maman. Par exemple, prévenir l'intimidation. Il faut éviter d'intimider. Par exemple, éviter de faire peur aux enfants, de leur dire on va appeler l'animal, ou bien le diable, ou bien on va vous enfermer. Prévenir l'intimidation, ça commence avant l'entrée à l'école. Ou bien l'enfant qui refuse de prendre son bain. Là, votre enfant a soudain peur de prendre son bain, redonnez-lui le goût de s'amuser dans l'eau. Ou bien mon enfant parle ou agit comme s'il ne m'aimait pas. Quelle est la solution? C'est vous pensez que votre enfant ne vous aime pas. Là, c'est que vous vous trompez, donc il faut juste que vous changiez de stratégie avec lui. Ou bien dire je t'aime plus. Bon, donc je t'aime plus. Bon, comment dédramatiser les excès de colère des tout petits, parce qu'ils croient que ses parents, ses enfants ne sont pas aimés par leurs parents. Il faut juste leur expliquer non, au contraire, je vous aime. Mais juste parce que vous avez un peu mal agi avec votre frère, c'est pour ça que je vous ai fait une petite remarque. Exemple de comportement moteur. Le comportement est un ensemble de phénomènes observables de façon externe, sur plan moteur ici.
Il concerne tous les aspects de la vie quotidienne. Et là, le contrôle du mouvement et le comportement moteur, il dépend en fait de plusieurs structures. Et là, il faut savoir que le lobe frontal peut être divisé en 6 régions. Et on va voir dans chacune des 6 régions, il y a une partie du comportement moteur qui va être gérée. Donc la première des choses, c'est le cortex moteur, comme on voit sur le schéma ici. Donc une vue latérale du cerveau humain, là où la partie antérieure, le lobe frontal, la partie postérieure, le lobe occipital, lobe temporal et pariétal, et la frontale ascendante, ou la circonvolution frontale ascendante, ou l'R4, c'est là où le mouvement fin des extrémités est généré, comme on voit ici. Donc ça, c'est une vue, une coupe transversale. La deuxième structure, c'est le cortex prémoteur latéral, ou l'R6. Ce qu'on voit là, c'est juste devant le cortex moteur, et en fait, c'est l'aire de la programmation du geste moteur. Bien sûr, avant de faire n'importe quel geste, ça ne vient pas et se fait pas automatiquement, mais ça se prépare, c'est comme un plan. C'est comme le plan de l'architecte avant de commencer à construire. Et donc, c'est le cortex prémoteur latéral. La troisième structure, c'est le cortex prémoteur médial. Ce qu'on voit ici, plutôt à l'intérieur. Donc, cette partie-là, donc plus en dedans. Et donc, c'est tout ce qui est lié à des stimulations internes. Le cortex prémoteur latéral, c'est tout ce qui est lié à une stimulation externe. La quatrième, c'est le cortex oculocéphalogire ou l'R8. Ce qu'on voit là, sur la face externe, ce que vous voyez aussi ici. Et donc ça, c'est tout ce qui est gestion de tout ce qui est oculocéphalogyrie. Oculocéphalogyrie, ça veut dire, oculo, c'est les mouvements des yeux, céphalo, le mouvement de la tête, et gyrie, c'est tout ce qui est mouvement, rotation, et ainsi de suite. Donc ça veut dire, c'est tout ce qui est coordination ou gestion des mouvements coordonnés de la tête et des yeux de l'être humain, et même chez d'autres espèces vivantes. La cinquième, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral. Donc, c'est cette partie-là, toute cette partie-là. Et donc, là, on va voir, c'est tout ce qui est, par exemple, focalisation sur un intérêt donné. Et après, le cortex orbitolatéral, c'est la partie orbitofrontale ici, mais dans sa partie latérale. Donc, c'est tout ce qui est comportement moteur. Donc on a vu la première, donc c'est la partie frontale ascendante, c'est le clavier central de la motricité qui va lancer le mouvement une fois finalisé pour que ça soit exécuté au niveau des muscles à travers les nerfs et le reste des structures du système nerveux périphérique. Le cortex prémoteur latéral, c'est cette deuxième partie qu'on avait vue, et donc c'est elle qui gère le programme moteur à toute stimulation externe. Donc cette aire est dédiée à la coordination des contractions élémentaires et leur orientation vers un but précis. C'est ce qu'on appelle des praxies. Praxie, c'est la fonction. Et quand cette fonction est perdue, en cas de lésion, ça va donner une apraxie. Apraxie, ça veut dire perte de la praxie. Et par exemple, peut concerner différents troubles comme la personne qui n'a pas de paralysie mais qui n'arrive plus à marcher, ou qui n'a pas de paralysie des doigts, qui n'arrive plus à boutonner sa chemise. Et donc ce cortex prémoteur latéral assure un contrôle spatial et temporel du mouvement volontaire. Il reçoit différentes afférences du lobe pariétal, la dimension spatiale. Donc bien sûr, pour faire un geste dans l'espace, on a besoin des éléments spatiaux, et du cervelet, coordination du mouvement. Comme vous voyez, donc là, cet exercice, il reçoit beaucoup de stimulation des autres parties. Est particulièrement actif quand le mouvement est effectué en réponse à un événement extérieur. Pour que le mouvement intentionnel volontaire soit réussi, il faut un ensemble d'étapes, ce qu'on appelle le programme moteur, avant même le lancement de l'exécution. Donc là, tout d'abord, il y a la perception consciente, il y a le choix de la cible, qu'est-ce que je dois faire, à quelle cible je dois aller, vers quelle cible je dois aller, le choix des muscles qui vont intervenir, la relation temporelle entre les différents mouvements qu'on va faire. Par exemple, un mouvement, il va comporter 6 ou 10 mouvements, et l'ajustement de la force, et après le mouvement environnant, et après l'interface avec le système nerveux central et périque. Donc l'autre structure, c'est le cortex prémoteur médial, comme on l'avait dit, c'est l'aire interne. Donc l'aire 6 est en externe. À sa face interne, vous avez donc le cortex prémoteur médial. Donc c'est l'aire motrice supplémentaire, et donc c'est une gestion particulièrement active quand le mouvement est effectué en réponse à de nature interne.
Par exemple, il reçoit des afférences du thalamus et une lésion, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer un problème d'apathie ou d'indifférence. Par exemple, c'est comme si on voudrait faire un mouvement, mais là, il n'y a pas de stimulation interne. C'est comme, c'est pas, vous entendez qu'il y a le feu et vous ne prenez pas la fuite. Alors que normalement, par stimulation interne, qui est plus réflexe et végétative, ça va entraîner une activation de ce système qui va vous pousser à chercher à fuir ce qui est mouvement, de régulation des mouvements de la tête et des yeux. Par exemple, on voudrait voir quelque chose qui va à droite, ce qu'on appelle une poursuite oculaire. Ben là, on va tourner les yeux, puis même la tête. Ou bien on fait des saccades, c'est-à-dire on voudrait voir deux éléments, un à l'extrême droite, l'autre à l'extrême gauche rapidement. Donc les mouvements vont sauter de l'un à l'autre, ce qu'on appelle saccade. Et il y a d'autres types de mouvements oculaires qui sont gérés par ce cortex-là. Et l'avant-dernier, c'est le cortex préfrontal, dorsolatéral, et donc qui est essentiellement au niveau en antérieur par rapport à l'aire oculocéphalogyre, à ce niveau-là. Ce cortex-là, il a des afférences souvent d'informations sensorielles multimodales. Il assume un rôle plus général dans le mouvement. Il est impliqué dans la réponse, doit être retardée. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse immédiate, mais retardée. Et il sert à la planification et orientation vers un but donné. Et en cas de lésion, ça donne une distraction et un déficit de planification et de prise de décision non pertinente. Et la dernière structure, c'est le cortex orbito-frontal latéral, la partie au-dessus des orbites, plus en latéral. Et donc, elle reçoit des afférences, des informations temporales de l'amygdale qui gère tout ce qui est comportement, de limbique, tout ce qui est mémoire, et de l'hippocampe, aussi la mémoire. Il assure un rôle dans les pulsions, récompenses et comportements acquis. En cas de lésion, ça donne des troubles du comportement et de la personnalité et un manque de tact et de pulsions non freinées. Donc, par exemple, c'est les gens qui ont un comportement animalier, un être humain qui se comporte avec un harcèlement sexuel. Par exemple, ça pourrait être causé par cette structure qui ne marche pas bien ou qui est atteinte d'une maladie, d'une tumeur. Donc, pour résumer, pour tout ce qui est trouble du comportement sous forme d'apraxie, donc les apraxies, on avait dit, c'est l'atteinte de l'R6, et là, ça peut être des apraxies idéomotrices. Ben, c'est tout ce qui est trouble des séquences motrices qui n'utilisent pas d'objet. Par exemple, c'est faire un salut, c'est tourner les doigts, c'est de taper le bord de la main, puis la paume de la main, puis le poing sur la table et le répéter. Le deuxième, c'est l'apraxie idéatoire, c'est des troubles de séquences motrices utilisant un objet. Par exemple, allumer une bougie, ouvrir une clé avec une serrure, et ainsi de suite. Apraxie de la marche, c'est comme si le malade a perdu le réflexe de marcher. C'est quelqu'un qui a eu aucune paralysie, mais incapable de marcher. C'est-à-dire le système moteur de la marche fonctionne, mais le programme de la marche est perdu. L'apraxie de l'habillage, c'est de grosses difficultés à s'habiller ou à se déshabiller, alors que vous n'avez pas de paralysie. Et l'apraxie constructive, c'est quand vous demandez à quelqu'un de dessiner ou de construire graphiquement des schémas, par exemple un carré, un cercle et un rond, donc les uns sur les autres, avec une intersection de l'un avec l'autre, et le patient est incapable de lire. Il existe une très forte interaction entre le comportement et la pensée. La pensée influence le comportement, et on a montré récemment que le comportement influence aussi la pensée. L'homme a besoin pour son équilibre de justifier son propre comportement et de s'auto-persuader que ses actes sont légitimes et cohérents. L'expérience conditionne donc la pensée, et l'intelligence sociale organise la métrologie du comportement et structure l'analyse différentielle avec le système de pensée et l'environnement dans lequel est plongé un acteur ou un groupe d'acteurs. Et en conclusion, le comportement est la partie de son activité qui se manifeste à un observateur. Il touche tous les aspects de la vie de tous les jours. Il concerne non seulement les humains, mais aussi les animaux et les plantes, et on doit le finaliser avec le plus grand niveau de civisme et d'éducation pour vraiment avoir un bon comportement.